Au Caire, le quartier général des frères musulmans a été incendié par des manifestants à la suite de l'attentat manqué contre le colonel Nasser, dont le principal auteur, le forgeron Mahmoud Abdel Latif, a été arrêté. Beaucoup d'autres membres de la société secrète des frères musulmans l'ont rejoint sous les verrous, dans l'attente d'un procès d'où vraisemblablement toute indulgence sera exclue. J'ai vu, de mes yeux vus, pendre 4 des dirigeants frères musulmans jugés par des juges nommés par Nasser. Non, ça a été, au bout d'1 an et demi à peu près de nasserisme, la querelle radicale entre Nasser et les frères musulmans, la guerre au couteau. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs? Le nationaliste d'hier est désormais décrit comme un dictateur dans la presse occidentale. Mais pour les masses arabes, en cette période de lutte anticoloniale, Nasser symbolise une fierté retrouvée. Le colonel Nasser est devenu le Raïs, le guide d'une nation arabe mythifiée. Ses discours retransmis en direct par la radio du Caire enflamment les capitales arabes. Après une guerre d'intimidation menée par Israël avec l'Angleterre et la France, l'Égypte sort politiquement vainqueur de ce bras de fer avec l'Occident et trouve le soutien des Soviétiques qui lui fournissent les armes et l'aide nécessaires pour mener à bien son projet pharaonique, la construction du barrage d'Assouan. Et nous sommes à l'époque 1960-1970, mais à partir des années 1956-57 essentiellement, dans une rivalité très grande. Et les deux pôles de la rivalité, qui sont les États-Unis et la Russie, en quelque sorte, ont eu des foyers locaux, ont eu des positionnements, des enracinements locaux. L'Union soviétique trouve dans Nasser, bien entendu, le porte-parole de ses idées les plus grands. En tout cas, l'opposition à la politique américaine se fait à partir de l'Égypte. En face, il y a l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite qui est dans une alliance stratégique à partir de 1945 avec les États-Unis, qui a confié aux États-Unis en quelque sorte sa sécurité, qui en même temps va être un véritable refuge pour les frères musulmans qui sont persécutés par Nasser. Et sur un plan beaucoup plus profond, entre l'Arabie saoudite, wahhabite et les frères musulmans égyptiens, il y a cette complémentarité qui fait que la convergence sur le plan philosophique est pour ainsi dire totale, acquise dans les années 60. ما جلبه الإخوان المسلمون إلى السعودية. Les frères musulmans ont appris aux Saoudiens les principes de l'action et de l'organisation politique. Ils sont arrivés en Arabie saoudite avec derrière eux une longue expérience dans la politique, l'organisation et la mobilisation de masse. Le wahhabisme ainsi que le salafisme rythmaient la vie quotidienne des Saoudiens, notamment ceux qui vivaient dans les régions du centre du royaume. Mais cette idéologie n'avait aucune plateforme d'organisation ou structure politique auquel se référer. C'est la rencontre avec les frères musulmans qui va leur fournir ce cadre et leur permettra d'imposer leur hégémonie et de dominer par la suite tout le pays. Les frères musulmans exilés, Gamal Abdel Nasser ne tourne pas pour autant le dos à l'islam. Pour ne pas être coupé de son peuple, le Raïs a besoin d'une caution religieuse. Il la trouve naturellement auprès d'Al-Azhar, l'importante institution religieuse de l'islam sunnite qu'il soumet au pouvoir politique, quitte à la fragiliser. Al-Azhar reçoit en retour les fonds nécessaires pour son expansion, ouvre de nombreuses écoles et facultés dans tout le pays. Lorsque Nasser, par exemple, se lancera dans un grand programme de nationalisation en Égypte, des terres ou des industries, il dira que c'est en conformité avec l'islam. Et les Saoudiens auront leurs propres éléments avec leurs propres fatwas, c'est-à-dire avec leurs propres avis jurisprudentiels, en disant ben non, la propriété privée, ça correspond à l'esprit de l'islam. Donc il y a deux pôles. Je dois vous dire que dans une conférence de presse au Caire,
un jour où était le roi d'Arabie Saoudite. Je pose la question, sire, en tant que dirigeant arabe, vous, il m'a coupé, il m'a dit, je ne suis pas dirigeant arabe, je suis dirigeant musulman. J'ai été stupéfait, moi, c'était la grande époque de l'arabisme dont je vous parlais tout à l'heure, et ce roi arabe, qui était d'ailleurs le roi Faisal, qui était un homme assez remarquable par ailleurs, hein, c'est un homme assez remarquable, mais m'a coupé sèchement. Non, pas arabe, musulman. Le panarabisme de Nasser face au panislamisme de Faisal, le successeur du fondateur du royaume saoudien. Faisal dispute à Nasser le leadership du monde arabo-musulman. La manne pétrolière aidant, le roi Faisal crée d'abord la Ligue islamique mondiale à la Mecque et favorise une propagande wahhabite à travers le monde. Puis il fédère les États musulmans dans une organisation de la communauté islamique. Les États-Unis encouragent cette solidarité au nom de l'islam pour lutter contre le communisme et l'ami des soviétiques, Nasser. Non seulement d'Héliostam, mais d'ensemble du pays, de l'Arabie Saoudite. Donc il y a eu des combats de snipers qui ont duré à peu près 15 jours. Et finalement, les rebelles ont été coincés dans les sous-sols. Mais les sous-sols, pour vous donner une idée un peu de ce que c'est un peu le volume de la place de la Concorde, tout en sous-sol. Dans mon plan global, qui a permis la reprise sans détruire les Héliocins et sans faire trop de dégâts, on a gazé tous les sous-sols. Les rebelles dedans, où ils sortaient, où ils décédaient, quoi. Bilan, des milliers de morts, pour la plupart de simples pèlerins, et les insurgés pris vivants seront exécutés sans procès. Le régime saoudien, durablement affaibli par ce bain de sang à la Mecque, fera des concessions encore plus importantes aux radicaux wahhabites. Il n'y a aucun doute qu'un lien direct existait entre l'idéologie de ce groupe et celle des frères wahhabites. Juhayman avait les mêmes revendications que celles de ses frères. Le rejet de tout ce qui se réfère à la modernité et l'interdiction de toutes sortes de relations avec l'Occident non musulman et mécréant. Il prônait une réislamisation de la société autour de pratiques strictes et fondamentalistes. Pour les femmes, il prévoyait encore plus de restrictions sur les vêtements et leur éloignement total de la sphère publique et des médias. Juhayman a fait une déclaration à la mosquée de la Mecque où il a évoqué toutes ces revendications. Son groupe avait un lien de parenté idéologique avec les frères musulmans et le hasard des événements a fait que cette prise d'otage à la Mecque a eu lieu la même année que la révolution islamique en Iran, en 1979. Finalement, qu'est-ce qui distingue les Iraniens des Saoudiens en 1979 du point de vue des Américains, du point de vue des Occidentaux? Je ne parle pas des contestations internes. C'est essentiellement le fait que la République islamique de Téhéran nie la légitimité politique, économique et militaire de la présence américaine au Moyen-Orient, tandis que l'Arabie saoudite l'accepte. Donc, quelles que soient les violations des droits de l'homme et de la femme d'un côté ou de l'autre, l'Arabie saoudite devient partenaire privilégié des États-Unis, l'Iran devient ennemi prioritaire des États-Unis, mais le problème, tant pour Riyad que pour Washington, c'est qu'il y a un autre ennemi, c'est l'Union soviétique. L'Union soviétique vient sans doute d'entreprendre l'engagement militaire le plus massif qu'elle ait déployé hors des pays du pacte de Varsovie depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire que l'Afghanistan est une pièce maîtresse dans le grand dessein d'expansion soviétique vers les mers chaudes. Après avoir mis en place, à la faveur de la révolution du 27 avril 1978, un régime pro-communiste à Kaboul, Moscou croyait avoir les mains libres en Afghanistan. Mais c'était sans compter avec la force de l'islam, dans un pays où 99% de la population est musulmane. De surcroît, un pays entouré de nations islamiques comme l'Iran et le Pakistan, où les maquisards afghans trouvent dans leur lutte contre le gouvernement matérialiste et athée de Kaboul des bases arrières hors du territoire national. Pour les Saoudiens, ce qui est très important, c'est que
le djihad en Afghanistan des années 80 va servir à exporter en dehors du royaume tous les ferments de radicalisme, puisque au lieu de faire en sorte que les radicaux saoudiens combattent sur le sol saoudien contre le pouvoir, on va les expédier à l'extérieur. Ils veulent faire le djihad, et bien qu'ils aillent le faire contre les soviétiques en Afghanistan. Des petits jeunes vont avoir l'illusion, quelques milliers, peut-être 15 000 jeunes vont vérifier, même si dans la réalité leur rôle n'a pas été très important, vont vérifier que leur participation à la lutte armée contre la présence soviétique en Afghanistan va contribuer à faire s'effondrer la seconde puissance mondiale. Donc l'épisode afghan, ça va donner une espèce de crédibilité mythique à l'action armée, à la guérilla. D'autre part, nous savons aujourd'hui que les Moudjahidines d'Afghanistan ont été soutenus par les Américains dans leur lutte contre l'armée soviétique qui occupait leur pays. Cette alliance, au-delà de son aspect géopolitique, traduisait également la distinction que les Moudjahidines faisaient entre l'Union soviétique, athée et communiste d'un côté, et l'Amérique chrétienne de l'autre. Pour les Moudjahidines islamistes, les chrétiens étaient considérés comme un moindre mal par rapport aux communistes mécréants. Leur stratégie se résumait ainsi à l'époque. Les communistes aujourd'hui, les autres plus tard.